Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par la Société canadienne de l'AFP, qui fait partie d'une série de webinaires Ce qu'en disent les experts, auxquels participent différents spécialistes en SP. Merci de vous joindre aujourd'hui. Nous tenons à remercier nos partenaires présentateurs Novartis et nos commanditaires EMD Serono, Biogène et Pandopharm, sans qui la tenue de ce webinaire ne serait pas possible. Je m'appelle Arthur de Montpezat, je suis conseiller au partenariat pour la Société canadienne de l'AFP à la division du Québec. Il me fait grandement plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire. Avant de commencer, veuillez noter que ce webinaire est enregistré et pourra être donc visionné ultérieurement sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez un courriel avec le lien pour l'enregistrement dès qu'il sera disponible. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez les entrer dans la boîte de discussion qui apparaîtra à l'écran. Bienvenue à nos participants qui nous suivent sur Facebook. Vous pouvez également poser des questions en commentaire. Nous tenterons de répondre au plus grand nombre de questions selon le temps qui nous restera à la fin de la présentation. Je désire maintenant souhaiter la bienvenue à notre spécialiste qui prendra part, au webinaire d'aujourd'hui, Chantal Masbangi. Chantal Masbangi a, bienvenue Chantal. Bonjour Arthur. Chantal Masbangi a amorcé sa carrière comme pharmacienne dans une pharmacie de grande surface. Très tôt, elle s'est rendue compte qu'un passage dans plusieurs milieux de pratique l'aiderait à parfaire son expertise. Elle s'intéresse aux traitements spécialisés et a suivi des formations et acquis des connaissances qui lui permettent de mieux servir ses patients et collaborer avec les différents intervenants dans le domaine de la santé. Chantal, la parole est à vous. Merci Arthur pour l'introduction et merci à la Avec plaisir. Société pour cette belle opportunité. Bienvenue à tous les participants. Aujourd'hui, en fait, le but de la présentation, c'est de parler en fait de ce que sont les génériques et les biosimilaires. Donc, on va commencer par définir un médicament innovateur et un médicament générique. Par la suite, on va définir ce qu'est un médicament biologique de référence et un médicament biosimilaire. On va tenter de comprendre le processus d'approbation de mise en marché par Santé Canada. Par la suite, on va faire le tour des traitements en sclérose en plaques et on va discuter des génériques et des biosimilaires présentement sur le marché. Par la suite, on va tenter de comprendre la transition d'un médicament innovateur vers un médicament générique ou un biosimilaire au Québec. Et donc, par la suite, on va comprendre un petit peu plus le rôle du pharmacien dans cette transition. Donc, pour commencer, je pensais qu'il était juste de faire le tour de quelques définitions importantes. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une compagnie innovatrice? Une compagnie innovatrice ou un médicament innovateur, c'est la compagnie qui a mis en marché le médicament breveté, donc souvent le médicament d'origine. Qu'est-ce qu'un brevet? En fait, c'est des lettres patentes qui couvrent une invention, donc soit toute réalisation, procédé, machine, fabrication ou composition de matière, donc les médicaments. Généralement, un brevet est valide pour une période maximale de 20 ans. Donc, qu'est-ce qu'un médicament générique? Donc, tout comme la diapositive, la réponse peut paraître simple. Un médicament générique est la copie du médicament innovateur. Donc, on voit que le médicament générique de la compagnie B est identique du côté chimique au médicament d'origine de la compagnie A. Les génériques contiennent les mêmes ingrédients médicinaux ou aussi connus sous le nom d'ingrédients actifs dans la même quantité que les médicaments innovateurs. Donc, ils se présentent sous une forme posologique similaire, donc des comprimés versus des capsules ou des gélules. Si on parle de liquide, donc une suspension orale versus une solution orale. On peut penser la même chose pour ce qui est des suppositoires aussi. Donc, c'est des médicaments qui ont le même mécanisme d'action que les médicaments innovateurs. La différence principale entre les médicaments innovateurs et les médicaments génériques, en fait, c'est que les ingrédients non médicinaux ou les ingrédients non actifs, soit les excipients, peuvent être différents. Qu'est-ce qu'un excipient? Un excipient, en fait, c'est une substance
pardon. C'est une substance, en fait, qui sert au niveau de la composition de la molécule et qui va permettre, en fait, le transport et l'absorption du médicament dans le corps. Donc, ça n'a aucun but médical, aucun but clinique. C'est vraiment juste de transporter la molécule au bon endroit pour le site d'absorption. Donc, faisons le pont entre les génériques et Santé Canada. Donc, la compagnie générique doit démontrer à Santé Canada que l'efficacité, l'innocuité, donc l'absence de toxicité, et la qualité du médicament générique sont comparables à celles du médicament d'origine fabriqué par la compagnie innovatrice avant qu'il puisse émettre une approbation. Donc, ce qu'il est nécessaire de faire, en fait, c'est de passer par des essais cliniques pour comparer la biodisponibilité des deux médicaments. Donc, la biodisponibilité, en fait, on va en discuter un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment la quantité qui est absorbée et la vitesse à laquelle le médicament est absorbé. Donc, dans les essais cliniques, les participants prennent le médicament innovateur, puis le médicament générique. Les experts mesurent alors la quantité de l'ingrédient médicinal, donc de l'ingrédient actif, dans le sang des participants. Et théoriquement, la même quantité doit être livrée à la même vitesse. Une fois les études développées, bien à ce moment-là, elles sont soumises à Santé Canada. Donc, ils font une demande d'autorisation auprès de Santé Canada. À bien noter, en fait, que la mise en marché du médicament générique ne peut se faire que si le brevet du médicament innovateur est expiré. Donc, les études qui sont soumises à Santé Canada sont des études de bioéquivalence. Donc, le médicament générique doit être démontré bioéquivalent au médicament innovateur. Donc, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de différence significative dans la rapidité d'absorption et dans la vitesse à laquelle les médicaments atteignent une certaine concentration dans le sang. Donc, les médicaments qui sont dits bioéquivalents doivent agir de la même façon dans l'organisme et ils devraient offrir la même innocuité, donc les mêmes effets secondaires et la même efficacité. Le délai entre, dans le fond, les études de bioéquivalence et l'approbation ou l'entrée plutôt sur le marché canadien peut dépendre de plusieurs facteurs. Donc, dépend tout d'abord, dans le fond, des études de bioéquivalence, donc la durée que les études vont prendre. Ça dépend aussi des exigences. Ah, je suis désolée. Ça dépend aussi des exigences en ce qui a trait au brevet. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le brevet doit être expiré pour que la mise en marché du générique soit possible. Si jamais le brevet n'est pas expiré encore, la compagnie générique qui désire mettre en marché son médicament doit contester en fait le brevet. Donc, il y a des mesures légales qui sont prises à ce moment-là. Et dernièrement, c'est sûr que ça va dépendre de la présentation de la demande d'autorisation à Santé Canada. Donc, pour vous donner une idée, en 2016-2017, on parlait d'un délai moyen d'environ 15 mois pour obtenir l'approbation de Santé Canada une fois les études soumises. En tant que pharmacienne, je reçois souvent la question « Pourquoi les génériques coûtent-ils moins cher? Est-ce que c'est parce qu'ils sont moins bons? » La réponse, c'est non, bien entendu. Ce qui est le but de la présentation, c'est de démystifier tout ce point-là. Donc, une fois le brevet expiré, la recette de la compagnie innovatrice devient publique, ce qui permet aux compagnies génériques à ce moment-là de mettre en marché leurs molécules. Mais avec justement la recette à bout de main, ils n'ont pas autant d'argent à investir en recherche et en développement. Donc, c'est sûr qu'ils sont capables à ce moment-là de vendre leurs médicaments à un coût moindre. Donc, pour faire le parallèle avec les médicaments biologiques, un médicament biologique, on va commencer par définir c'est quoi. C'est un médicament qui est fabriqué d'une partie d'organismes vivants ou de leurs cellules. Donc, quand on parle d'organismes vivants ou de cellules, on parle de bactéries, virus, plantes, animaux. Et donc, quelques médicaments biologiques que vous connaissez peut-être, qui datent depuis quand même plusieurs années. On parle des insulines, des anticorps et des hormones de croissance. Qu'est-ce qu'un médicament biologique de référence? Bien, rapidement, c'est le médicament biologique d'origine. Donc, c'est celui qui a déjà reçu une approbation par Santé Canada. Un médicament biosimilaire, la définition rapide, c'est que ça serait la copie du médicament biologique, mais on va aller plus en profondeur avec ça parce que c'est pas une copie identique. C'est une molécule qui est très semblable au médicament de référence.
Donc, pour faire le parallèle entre les génériques et les biologiques, je vous ai partagé un petit peu cette diapositive-là. Je trouvais ça très intéressant de voir, en fait, l'ampleur de la différence entre une molécule synthétique qui est à votre droite, puis, dans le fond, la petite taille, la simplicité dans la structure physico-chimique versus des hormones de croissance ou des anticorps qui sont des médicaments biologiques dont la taille est beaucoup plus grande, comme on peut le voir. Et non seulement ça, la structure est beaucoup plus complexe, donc plus difficile à reproduire aussi à ce moment-là. Les différences majeures, en fait, entre les génériques et les biosimilaires. Le générique, c'est une copie, en fait, d'une petite molécule, comme on l'a vu dans la diapositive précédente, une molécule synthétique qui est facile à reproduire en laboratoire. Un biosimilaire, ça serait une copie semblable aux médicaments de référence, mais c'est des molécules qui sont beaucoup plus complexes, qui ont une plus grosse taille, qui sont plus difficiles à reproduire. Donc, le processus de fabrication est beaucoup plus long. Lorsqu'on parle d'un générique, on parle d'un médicament bioéquivalent au médicament innovateur. Par contre, lorsqu'on parle d'un biosimilaire, donc c'est vraiment biosimilaire et non bioéquivalent, donc très semblable aux médicaments de référence. La raison pourquoi on parle de similarité et non de copie, c'est que, étant donné que c'est des médicaments qui dérivent d'organismes vivants ou, dans le fond, de cellules, mais c'est sûr que chaque cellule est si différente que la variabilité est inévitable. Et donc, la variabilité est aussi inévitable dans le processus de fabrication des molécules biosimilaires. Dans le médicament générique, là, c'est des ingrédients médicinaux identiques aux médicaments innovateurs, comme on vient de le dire. Donc, par le fait qu'il y ait plus de variabilité au niveau des biosimilaires, on nécessite plus d'études qu'un générique pour obtenir une approbation par Santé Canada. Donc, on va discuter un petit peu justement là des réglementations qui entourent les biosimilaires. Tout d'abord, je voulais juste vous partager en fait cette diapositive-là qui est dans le fond une vue mondiale, en fait, une vue globale d'où on est rendu en fait avec les biosimilaires. Donc, à titre informatif, l'entrée des biosimilaires s'est faite en Europe en 2006. À ce jour, environ en 2020, l'Europe avait à peu près plus de 60 biosimilaires sur le marché. Au Canada, on se rattrape. On est rendu à peu près 27 biosimilaires en octobre 2020. Je pense à ce jour, on est rendu à 30 ou 32 même là, en 2021. Donc, les biosimilaires sont considérés comme des nouveaux médicaments mis en marché sous la loi des aliments et des drogues. Donc, ils doivent passer par des études comparatives afin de démontrer qu'il n'y a pas de différence clinique significative avec les médicaments biologiques de référence. Donc, on passe par deux types d'études. Donc, tout d'abord, on a les études structurelles et fonctionnelles et par la suite, les études cliniques sur des sujets humains. Donc, ces études sont soumises à Santé Canada afin de démontrer, de par les études structurelles et fonctionnelles, la qualité, la pureté du médicament et démontrer aussi une structure et une fonctionnalité très semblables aux médicaments biologiques de référence. De par les études cliniques sur les sujets humains, on tente dans le fond de démontrer l'efficacité et l'innocuité semblables aux médicaments biologiques de référence. J'ai trouvé cette diapositive-là très intéressante, dans le fond, pour vous démontrer la différence au niveau du développement des biologiques versus les biosimilaires. Donc, on voit ici très bien que dans le développement des produits biologiques, on a vraiment, dans le fond, des parties non cliniques analytiques qui sont beaucoup plus courtes. Donc, c'est la fabrication, en fait, de la molécule d'origine. Ensuite de ça, lorsqu'on parle de pharmacocinétique et pharmacodynamique, c'est de voir comment le médicament agit dans le corps. Et ensuite de ça, au plus haut, dans le fond de la pyramide inversée, on a les études cliniques sur les sujets humains qui prennent là, la grande partie, en fait, du développement des médicaments biologiques. Comparativement aux médicaments biosimilaires, où là, on voit que la pyramide est complètement inversée, on passe beaucoup plus de temps au niveau, dans le fond, de la définition des propriétés physico-chimiques et de l'activité biologique des molécules. Donc, c'est de démontrer, en fait, que le médicament biosimilaire a non seulement une apparence physico-chimique similaire aux médicaments d'origine, mais qu'il a aussi une activité biologique dans le corps humain qui devrait être justement la même que le médicament d'origine.
Par la suite, on passe un petit peu moins de temps à décrire justement la pharmacocinétique, la pharmacodynamique dans le corps parce que de par son apparence physico-chimique, il devrait agir de la même façon dans le corps humain. Et on termine avec des études cliniques sur les sujets humains qui sont beaucoup plus petites, donc des échantillons beaucoup plus petits. Dans le fond, c'est permis par le fait que la molécule, justement, là, est presque identique aux médicaments d'origine. On va terminer aussi au niveau des définitions avec une catégorie très limitée au niveau des médicaments complexes non biologiques. On va faire le parallèle avec les traitements en sclérose en plaques là, très bientôt. Donc, un médicament complexe non biologique, tout simplement, c'est que il n'y a pas, dans le fond, il n'y a pas de partie d'organismes vivants ou de cellules, mais la structure est très complexe, très grosse. Et dans le fond, elle est tellement complexe que si jamais on changeait quoi que ce soit dans le processus de fabrication, on pourrait finir par modifier le médicament. Un médicament complexe non biologique ultérieur, c'est la copie du médicament mentionné ci haut, donc du médicament complexe non biologique. Donc, la partie tant attendue, donc où en sommes-nous rendus dans le cas de la sclérose en plaques? Donc, la société, dans le fond, met des mises à jour continuelles là, sur leur site web. Donc, je vous réfère là, à leur site web pour plus d'informations sur les médicaments mentionnés ici sur la diapositive. On va faire le tour un peu là, des différentes catégories disponibles sur le marché présentement. Donc, on commence par les petites molécules synthétiques. Donc, ça, on se réfère à la diapositive où on voyait, dans le fond, les petites molécules faciles à reproduire. Donc, on parle du Gilenya, du Mayzan, du Zeposia, le Aubagio, Tecfidera, Mavenclad. Présentement, ces molécules-là, les seules qui ont un générique, c'est Gilenya. Donc, présentement, il y a la molécule fingolimod qui est, dans le fond, fabriquée par différentes compagnies génériques. Je pense qu'on est rendu à peu près à 5 ou 6 compagnies génériques. On a, dans le fond, les médicaments biologiques. Donc, on a la catégorie des interférons, qui sont des molécules un petit peu plus anciennes. On parle de Avonex, Rebif, Plégridi, Bétacéron, Extavia. Et ensuite de ça, on a les autres médicaments immunomodulateurs biologiques, qui sont le Tysabri, l'Emtrada, Kesimpta, Ocrevus et Rituxan. Notez bien que le Rituxan a une indication non officielle au Canada pour la sclérose en plaques, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de garantie que ça serait couvert par les régimes d'assurance. Par contre, le Rituxan, dont la molécule est le rituximab, est présentement le seul biosimilaire en sclérose en plaques qui est sur le marché. Donc, il y a 4 biosimilaires actuellement. Donc, on parle du Riximio, du Ruxience, du Reabni et du Truxima. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure des médicaments complexes non biologiques, c'est l'acétate de glatiramère, connu sous le nom d'origine Copaxone, donc le médicament de référence, qui a dans le fond sa copie, donc le médicament complexe non biologique ultérieur, qui est le Glatac présentement sur le marché. Donc, juste pour faire une petite parenthèse, pour ce qui est dans le fond des coûts des traitements en sclérose en plaques, entre 2010 et 2018, on a vu la demande de remboursement des médicaments immunomodulateurs augmenter de moitié, donc de 50% à l'intérieur de 8 ans. Donc, on voit que l'utilisation de ces médicaments-là devient de plus en plus est de plus en plus en demande, en fait. Et entre 2010 et 2018, les coûts totaux, dans le fond, passent d'environ 385 millions de dollars en 2010 à environ 607 millions de dollars en 2018. Donc, presque le double, dans le fond, des coûts en médicaments. Fait que ça aussi, c'est juste pour vous donner une idée de l'ampleur puis de à quel point ces médicaments-là peuvent être dispendieux. Le coût unitaire, donc le coût par service de ces médicaments-là, peut varier entre les différentes molécules sur la diapo entre 15 000 jusqu'à 60 000 par service. Donc, c'est quand même des coûts là, qui ne sont pas négligeables pour le patient, mais aussi pour la société. Donc, on va développer un petit peu là-dessus. Je voulais juste faire aussi une autre petite parenthèse. C'est pas la première fois qu'on entend parler de générique ou de copie de médicaments dans la sclérose en plaques. À noter aussi que les médicaments génériques sont déjà utilisés dans le traitement des poussées depuis déjà plusieurs années. Donc, on utilise différents stéroïdes pour traiter l'inflammation aiguë d'une poussée, comme la méthylprednisolone, la prednisone. Puis, ça fait des années que les génériques sont utilisés pour traiter les poussées, donc sont tout aussi efficaces que les médicaments d'origine. Donc, qu'est-ce qui se passe au Québec au niveau, dans le fond, de la couverture des médicaments et du soutien financier?
Je veux juste faire une petite parenthèse. Une fois que le médicament est approuvé par Santé Canada, qui est la législation fédérale, la couverture des médicaments dépend, dans le fond, des législations provinciales. Dans le fond, c'est très dépendant de chaque province. Au Québec, nous, on a l'INES, qui est l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, qui se charge des études plutôt pharmaco-économiques afin, dans le fond, d'étudier le rapport coût-efficacité d'un médicament et, dans le fond, de déterminer si la couverture du médicament est un choix socio-économique approprié. Une fois que l'INES a émis ses recommandations, par la suite, les médicaments peuvent être ajoutés à la liste de remboursement de la RAMQ, donc du régime public d'assurance, souvent, dans le fond, dans la catégorie des médicaments d'exception. Les médicaments d'exception nécessitent une justification, donc un formulaire qui doit être rempli par le prescripteur. Donc, pour certains médicaments, c'est un petit peu plus simple. Pour d'autres médicaments, c'est un petit peu plus complexe. Sachez aussi que les formulaires entre un régime d'assurance privée et un régime d'assurance publique, donc avec la RAMQ, sont différents. Les assurances privées sont, dans le fond, sont obligées de couvrir au minimum les mêmes choses que la RAMQ. Donc, au minimum, les mêmes critères que la RAMQ. Ils peuvent décider de couvrir plus, mais jamais moins que la RAMQ si le médicament est déjà sur la liste de remboursement. Donc, ici, depuis le 15 avril 2021, il est interdit de payer ou de rembourser le prix d'un médicament dont le paiement est déjà couvert par le régime d'assurance médicaments. Donc, on devient la 4e province à faire cette transition-là. Donc, on inclut la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Nouveau-Brunswick. Les différents programmes de soutien, donc ce qui veut dire que les différents programmes de soutien ne pourront plus offrir d'aide financière, y compris les doses compassion, sauf exception. Donc, on va discuter de ces exceptions-là. Donc, la première exception, c'est que si le médicament est inscrit sur la liste de remboursement de la RAMQ, mais qu'il n'y a pas, dans le fond, la méthode du prix le plus bas qui est appliquée, alors le patient peut continuer à bénéficier d'un support financier. Qu'est-ce que la méthode du prix le plus bas? En fait, simplement dit, c'est que s'il existe plusieurs médicaments génériques, incluant le médicament d'origine sur le marché, dans le fond, il y a une négociation qui se fait au niveau du prix, puis on prend, dans le fond, le prix le moins élevé, donc le prix de vente le moins élevé pour, dans le fond, rendre le tout équitable. Donc, c'est-à-dire que toutes les compagnies génériques doivent vendre au même prix. Par la suite, la deuxième exception, c'est si le médicament en question n'a pas de générique ou de biosimilaire inscrit sur la liste de la RAMQ. Alors, le patient peut continuer à bénéficier d'un soutien financier. Aussi, si le patient bénéficiait déjà d'un soutien financier avant le 15 avril et qu'on respecte toujours le critère 1 et le critère 2, techniquement, le patient pourrait continuer à, dans le fond, recevoir son médicament d'origine. Et je dis techniquement parce qu'il y a une mise à jour, là, dans le fond, en date d'aujourd'hui. Donc, en mai dernier, le ministre de la Santé a émis, dans le fond, une annonce comme quoi tous les patients qui sont sur des médicaments biologiques vont devoir transitionner vers des médicaments biosimilaires d'ici le 12 avril 2022. Donc, on nous donne 1 an pour faire cette transition-là. Donc, les instructions s'en viennent dans les prochains mois pour vraiment avoir une transition qui est organisée, justement, et pour éviter qu'il y ait des patients qui tombent dans des chaises, entre des chaises, pardon. Mais techniquement, si le critère 1 ou le critère 2 n'est plus respecté, le programme de soutien a une période, dans le fond, de transition de 30 jours pour continuer à supporter le patient. Par la suite, le patient doit alors changer vers la molécule générique ou biosimilaire si elles sont inscrites sur la liste de la RAMQ, donc si elles sont remboursées. Donc, par la suite, j'avais mis, en fait, ou alors payer les frais s'il désire rester avec le médicament innovateur, mais à compter, justement, là, d'aujourd'hui, ça ne sera plus une possibilité. Donc, les programmes de soutien aux patients. C'est généralement le médecin prescripteur qui va inscrire le patient au programme de soutien,
Qu'est-ce qu'un programme de soutien? Donc, c'est dans le fond un programme qui est mis en place, comme ça le dit, pour soutenir les patients. Donc, on parle d'informations sur la maladie et sur le médicament. Les patients ont souvent, dans le fond, des infirmières qui sont assignées à leur dossier, qui, dans le fond, leur font un appel de bienvenue pour expliquer tous les services offerts par le programme de soutien, qui fait la coordination des différents services nécessaires selon le type de médicament que le patient prend, qui font une surveillance clinique, une surveillance de l'adhésion, donc la prise adéquate du médicament, et qui font aussi la gestion des effets secondaires, mais aussi le rapport des effets secondaires. Puis ici, c'est un point important à noter. Tout médicament qui est mis en marché, que ce soit les médicaments d'origine ou le médicament générique ou biosimilaire, il existe des études post-commercialisation. Donc, les compagnies, dans le fond, rapportent tout effet secondaire à Santé Canada, qui par la suite va faire des études post-commercialisation pour déterminer s'il existe une corrélation entre les effets secondaires rapportés et le médicament, et si nécessaire, de faire des ajustements sur le marché en ce moment. Donc, c'est pas des médicaments qui sont laissés aller dans la société comme ça. Il y a vraiment un suivi qui est fait, il y a une surveillance qui est faite, puis le programme de soutien aux patients fait partie, en fait, tout comme les pharmaciens, de cet effort-là, justement, pour faire le suivi et la surveillance de ces traitements. Par la suite, on a en fait un spécialiste en remboursement souvent qui permet aux patients de démystifier tout ce qui en est au niveau des questions financières, facilite les demandes qui sont faites au niveau des différents régimes d'assurance, donc que ce soit public ou privé. Donc, comme mentionné tout à l'heure, les formulaires d'exception peuvent être différents d'une assurance à l'autre. Puis, dans le fond aussi, le spécialiste en remboursement pourra déterminer, si possible, un soutien financier à ce moment-là. Donc, le programme, en fait, en résumé, est là pour répondre à toutes les questions du patient, pour le supporter, de l'accompagner à travers le traitement, et même des fois pour le référer, là, quand nécessaire, à des organismes communautaires comme le site de la société, des forums. Donc, dans le fond, pour que le patient puisse communiquer avec des gens qui passent par la même chose que lui. Donc, c'est quoi l'avantage, en fait, des biosimilaires? Pourquoi est-ce qu'on fait cette transition-là vers les biosimilaires? C'est sûr qu'en augmentant l'accès à ces traitements-là, donc en augmentant la couverture des biosimilaires, on augmente justement la possibilité des patients de se procurer des médicaments de ce genre-là. Donc, on augmente les chances pour des meilleurs résultats thérapeutiques. On diminue le fardeau financier. Et en fait, la compétition entre les médicaments biologiques de référence et les biosimilaires, c'est une bonne chose. On veut qu'il y en ait plus sur le marché. Ça fait un plus gros arsenal thérapeutique pour les médecins, tout comme pour les patients. Puis ça permet des économies importantes et pour le patient, et pour les assurances, et aussi pour notre système de santé. Donc, comme on le sait, les maladies chroniques ne cessent d'augmenter. La demande en médicaments de traitement biologique continue à augmenter. Par contre, les coûts de ces médicaments-là ont un impact socio-économique important. Donc, juste pour vous donner un petit peu de statistiques, en fait, en 2019, le coût des médicaments biologiques aux États-Unis montait à 211 milliards de dollars, ce qui représente 43% des coûts totaux de leurs médicaments. C'est quand même énorme. Et d'autant plus que là, on parle aussi de milliers de dollars par année aux patients, même avec les régimes d'assurance qui couvrent une partie de ça. Donc, afin d'assurer la durabilité de notre système de santé et l'accessibilité à des médicaments efficaces, nous devons trouver des options qui sont moins coûteuses pour la société. Donc, on voit déjà une amélioration, donc on voit déjà des économies. Aux États-Unis, en 2009, avec le recours aux biologiques, on avait pu économiser 2,2 milliards. Donc, ça commence très bien. Entre 2016 et 2020, là, on sait qu'en Europe, les biosimilaires ont commencé depuis 2006. Donc, ils ont plus de recul. La France, l'Allemagne et l'Espagne ont pu économiser 50 milliards de dollars. Et en 2018, le Canada, on se rattrape, on a pu économiser 94 millions de dollars. Donc, on voit déjà les économies que ça apporte à la société et au système de santé qui peut, à ce moment-là, réinvestir l'argent dans d'autres départements. Donc, quel est notre rôle, les pharmaciens? Donc, à mon avis, c'est la responsabilité du pharmacien dispensateur de s'assurer que lorsqu'on change d'un médicament d'origine vers un médicament générique ou un médicament biosimilaire, on assure la continuité du traitement du patient et donc on assure que le nouveau programme de support aux patients offre le même service
clinique au patient que le médicament d'origine. Donc, nous, notre travail en tant que pharmacien, c'est d'accompagner le patient dans ces changements-là. Donc, d'assurer justement la continuité, éviter les interruptions pour des raisons financières ou répondre même aux questions cliniques des patients. Donc, moi, je reçois souvent les questions, est-ce que mon médicament il va être aussi efficace? Je ne veux pas déstabiliser ma maladie. Est-ce que je vais avoir des effets secondaires différents? Donc, c'est vraiment de répondre à toutes ces questions-là, mais aussi beaucoup de questions, puis c'est compréhensible, des questions financières. Comment ça va nous affecter du côté financier lors de cette transition-là? Donc, nous, on est là justement pour rassurer le patient dans ces changements-là. Donc, c'est sûr que ça peut paraître complexe comme changement, comme transition. Puis c'est normal d'avoir beaucoup de questions. Puis on va continuer à en avoir des questions, surtout dans la prochaine année avec le changement qui s'en vient. Puis pour vous rassurer, en fait, on est là pour ça, les pharmaciens. Donc, c'est sûr que ça peut être rassurant et bénéfique pour le patient de discuter avec un pharmacien qui a des expériences dans des situations similaires ou même, dans le fond, qui a, dans le fond, d'autres patients qui prennent des médicaments complexes comme ceux de la sclérose en plaques ou des médicaments, justement, des maladies plus complexes. Donc, notre pharmacie, c'est une pharmacie indépendante, une pharmacie d'expertise qui, en fait, on a approfondi nos connaissances dans plusieurs domaines, dont la neurologie, mais surtout la sclérose en plaques. Donc, on a des centaines de patients atteints de sclérose en plaques qui prennent différents médicaments. Donc, des médicaments en comprimé, des médicaments en intraveineux, des médicaments en injection sous-cutanée. Et non seulement ça, on a des patients qui prennent des médicaments innovateurs, génériques, biologiques, biosimilaires. Donc, c'est vraiment notre pratique commune et je vous dirais même notre pratique quotidienne. Donc, nous, on offre, oui, notre expertise clinique au niveau de nos connaissances en sclérose en plaques, mais aussi, en fait, on offre notre expertise sur le terrain, à travailler avec les différents programmes de support et à naviguer justement tous ces changements-là. Donc, juste pour vous donner un petit peu d'informations sur notre pharmacie, on est situé en fait au centre de Montréal. On fait des livraisons partout à travers la province du Québec. Sécuritaire, confidentiel. Nos patients nous rejoignent par courriel, par téléphone, font référence aussi à nos sites web, notre page Facebook pour des informations pertinentes, utiles là par rapport à leur maladie ou à leurs médicaments. Je voudrais tout simplement terminer la présentation en vous laissant 3 ressources utiles, en fait, qui est, comme on le sait bien, Santé Canada, qui est vraiment la législation fédérale pour l'approbation des médicaments d'origine, mais des médicaments génériques et biosimilaires aussi. Comme je l'ai dit, la Société canadienne de la sclérose en plaques met à jour continuellement le site web pour les nouveaux médicaments biosimilaires ou génériques qui pourraient s'en venir dans les prochaines années. Donc, on peut toujours jeter un coup d'œil là-dessus pour voir où on en est rendu. Puis, vous avez le site de la RAMQ aussi ou de l'INES qui, eux, s'occupent de la couverture provinciale au Québec. Donc, ça peut vous donner une idée là, où on en est rendu au niveau de la couverture des médicaments. Donc, mes références. Donc, je veux juste vous dire merci pour cette opportunité. Puis, Arthur, je ne sais pas si on avait des questions. Oui, tout à fait. Déjà, on voulait vous remercier beaucoup, Chantal. Merci beaucoup pour toutes ces informations très pertinentes, justement, sur les médicaments génériques ou biosimilaires. C'est vraiment très apprécié. Écoutez, donc oui, on va passer à la période des questions. Pendant la présentation, il y a eu quelques questions que je vais commencer par vous poser, Chantal, si tout va bien. Oui, bien sûr. Donc la première question, comment évaluer la décision de choisir un traitement de marque ou une version générique? Quelles questions devons-nous poser à nos neurologues pour nous aider à prendre la bonne décision? Donc, dans le fond, cette question va dépendre vraiment de la législation dont on vient de parler, parce que tout patient, justement, qui va initier un médicament biologique va devoir, dans le fond, prendre un médicament biosimilaire. Donc, c'est sûr que si l'option est là, pour des raisons justement là, de socio-économiques, ça va être la couverture des biosimilaires qui va automatiquement entrer en jeu. C'est sûr que s'il n'existe pas de biosimilaires ou de génériques sur le marché, mais à ce moment-là, le patient peut se procurer le médicament d'origine. Pour ce qui est dans le fond de quelles questions devrons-nous poser aux neurologues là, pour
Je pense que c'était pour le choix entre un médicament biologique ou un médicament générique. Mais je pense que c'est plutôt qu'est-ce que le neurologue devrait vous poser comme question. Vraiment, la seule raison clinique qui empêcherait justement de changer vers un médicament générique ou un médicament biosimilaire, ça serait principalement des allergies aux médicaments justement non médicinaux, donc des excipients qu'on parlait tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, vraiment, si c'est justifié, la demande peut, dans le fond, il pourrait y avoir une demande faite à la RAMQ pour demander la couverture du médicament d'origine. Merci beaucoup, Chantal. Une deuxième question. Au-delà des économies sociétales, qu'arrive-t-il s'il n'y a pas de médicaments biosimilaires de disponibles? Y a-t-il un risque de complication lors du passage d'une marque générique à un biosimilaire? Donc, s'il n'y a pas de biosimilaire sur le marché, ben on ne fera pas cette transition-là. Donc, on n'ira pas d'un médicament biologique vers un autre. Donc, généralement, je suis pas très sûre de comprendre la question, par contre. La question était en deux parties, et je vais la répéter. Y Ouais. a-t-il un risque de complication lors d'un passage d'une marque à un générique biosimilaire? Non, c'est ça. Donc, côté clinique, donc par rapport à ce qui est de l'efficacité ou de l'innocuité, donc des effets secondaires, les études qui ont été soumises à Santé Canada ont démontré qu'il n'y a pas de différence entre un médicament d'origine et son générique ou son biosimilaire. Donc, en Europe, on sait que c'est présent depuis les années 2006. Il n'y a pas eu de complications importantes qui ont été décelées. La seule chose, des fois, qui peut arriver au niveau des médicaments biosimilaires, étant donné qu'il y a une variabilité au niveau, justement, des organismes vivants et des cellules, lorsqu'on parle de médicaments injectables ou intraveineux, on peut avoir des réactions de perfusion qui sont généralement pris en charge dans la clinique, qui est à ralentir la perfusion. Mais sinon, il n'y a pas de complications en passant vers un générique ou un biosimilaire. Merci beaucoup. Nous allons passer à la question numéro 3. Dois-je essayer d'avoir le même générique de la même compagnie à chaque renouvellement d'ordonnance? On prend un exemple Donc, pré- oui. spécifique, pardon, du Gilenya, par exemple. C'est ça. Donc, présentement, c'est le seul médicament en sclérose en plaques qui a justement plusieurs génériques sur le marché. Donc, le fingolimod. Généralement, les pharmacies avec lesquelles vous allez faire affaire vont pas nécessairement tenir les 5 génériques ou les 6 génériques du fingolimod. Donc, c'est possible que vous débutiez sur un générique. Puis, généralement, si vous gardez la même pharmacie, vous devriez pouvoir garder le même générique. Mais c'est sûr que s'il y a une compagnie générique spécifique que vous aimeriez, bien, vous pouvez toujours en faire la demande à votre pharmacien. Il peut justement commander le médicament. Donc, il n'y a rien qui oblige de changer d'un générique à un autre à tous les mois, par exemple. À moins vraiment qu'il y ait une rupture de stock d'approvisionnement, en fait, dans cette compagnie-là, par exemple. Mais c'est sûr que les génériques ont été étudiés, sont interchangeables, sont bioéquivalents. Donc, il n'y a pas de risque de changer d'un générique à un autre. Merci beaucoup. Une prochaine question. Existe-t-il un processus d'appel pour conserver le traitement original médicament de marque au lieu de passer à un générique? Oui, c'est possible. Donc, on peut faire justement une demande d'appel à la RAMQ ou au régime d'assurance. Comme je mentionnais tout à l'heure, si vraiment il y a une raison clinique, comme un patient qui a une allergie connue à la liste des ingrédients non actifs, donc des excipients, ou un patient qui a pris un générique ou un biosimilaire et qui a eu une réaction allergique par la suite. Donc, à ce moment-là, on pourrait demander la couverture de médicaments d'origine, étant donné qu'on sait qu'il a bien réagi à ce médicament-là. Donc, c'est quand même un processus un peu élaboré entre le prescripteur, la RAMQ. Donc, il y a quand même des demandes de renseignements importantes là-dessus. Ça doit être documenté, mais oui, c'est possible. Merci beaucoup. Nous avons maintenant une question d'un professionnel de la santé. Quels conseils dois-je donner à mes patients lorsque nous discutons des différentes options? Comment pouvons-nous mieux les accompagner lorsqu'ils prennent justement ou lorsqu'ils passent à des médicaments biosimilaires? Donc, je pense que le travail de tout professionnel de la santé, que ce soit le prescripteur ou le pharmacien, c'est de rassurer le patient, justement, que c'est des médicaments qui ont passé par des études quand même assez exigeantes auprès de Santé Canada avant justement d'être mis en marché
et qui par la suite ont aussi passé par la LINAS, dans le fond, pour le rapport coefficacité. Donc, c'est sûr que les médicaments, c'est vraiment de démystifier, d'expliquer en fait qu'est-ce que c'est. Je pense que de passer par les définitions, puis d'expliquer justement le processus élaboré d'approbation, et que c'est pas juste des copies qui sont mises sur le marché sans études. Je pense que de par expérience, c'est ça qui rassure les patients. Puis comment mieux les accompagner? Mais je pense justement que si il va y avoir un patient qui va passer vers un générique ou un biosimilaire, c'est justement de s'assurer que le service qu'il recevait ne change pas. Donc, de s'assurer qu'il y a quand même une continuité, que ce soit au niveau du service en pharmacie, du service dans le cabinet chez le médecin ou même du service offert par le programme de support. Donc, je pense que c'est notre travail en tant que professionnel de la santé là, d'assurer justement cette continuité-là. Merci Chantal. Nous avons une autre question qui concerne plus au niveau des assurances. Est-ce que le TechFidera qui est payé présentement par mon assurance emploi ne sera plus payé prochainement? Donc, pour le moment, il n'y a pas de changement au niveau de la couverture de TechFidera parce qu'il n'existe pas de générique ou de biosimilaire sur le marché présentement. Donc, ça ne sera pas affecté justement par la nouvelle législation. Donc, votre compagnie d'assurance va, dans le fond, pouvoir continuer à le couvrir. Merci beaucoup. Une autre question. Peut-on avoir des exemples de résultats thérapeutiques que peuvent avoir les biosimilaires? En fait, l'exemple, ça serait vraiment au niveau du Rituxan, je pense, parce que c'est le seul qui a des biosimilaires sur le marché maintenant. Donc, quand on parle d'exemple de résultats thérapeutiques, c'est que les biosimilaires ne vont pas nécessairement être étudiés dans toutes les mêmes indications que les médicaments d'origine. Donc, le Rituxan, qui a une indication non officielle en sclérose en plaques, a aussi une indication dans d'autres maladies auto-immunes. Et donc, justement, les études cliniques dont on parlait, donc la deuxième partie, et non pas juste les études structurelles et fonctionnelles, les études cliniques vont être justement au niveau des résultats thérapeutiques d'une indication en particulier. Donc, ils vont l'étudier justement en sclérose en plaques, ils vont l'étudier en arthrite rhumatoïde, ils vont l'étudier dans d'autres domaines aussi. Et à ce moment-là, ils vont comparer les résultats aux résultats du médicament d'origine, justement pour avoir des données là, semblables et pas de changement dans l'efficacité ou dans même l'innocuité des effets secondaires. Parfait. Ben, écoutez, j'aimerais vraiment prendre le temps de remercier énormément Chantal aujourd'hui pour toute l'information qui a été procurée, qui sera sans doute très utile aux membres de la collectivité de l'AFP. Donc, Chantal, merci beaucoup. Merci à Arthur, merci à la société et à tous nos participants d'avoir été présents pour le webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup. En terminant, je vous rappelle juste que tous les enregistrements de ces webinaires précédents sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Le prochain webinaire sera diffusé à la mi-août par les infirmières d'accès spécial et abordera les poussées en sclérose en plaques. Ce webinaire s'adresse aux personnes ayant reçu un diagnostic récent de sclérose en plaques. Un autre webinaire sera également diffusé au mois de septembre sur la transition entre la SP pédiatrique et adulte. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez toujours suivre la Société de la sclérose en plaques sur nos réseaux sociaux. Et encore une fois, je vais terminer pour remercier notre présentateur principal, Novartis, et nos commanditaires Biogen, EMD Serono et Pandopharm. Je vous remercie vraiment d'avoir pris part à ce webinaire aujourd'hui et je vous souhaite à tous une très très bonne journée.